Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En ce mercredi 15 avril, nous avançons dans ce confinement. Un beau soleil aujourd'hui. Je vais vous laisser un tout petit peu de temps, le temps que les gens voient que la vidéo est en direct, que vous ayez l'information, qu'éventuellement vous puissiez vous connecter. Comme vous avez pu le voir, j'ai mis un petit message avec la vidéo. Je ne sais pas si ça s'affiche bien pour vous de votre côté. En tout cas, ça vous donne quand même une indication de ce que l'on va évoquer ce matin, qui est l'importance de la pratique régulière des exercices pour atteindre votre objectif en sophrologie, mais pas que. Pourquoi cette pratique finalement des exercices? Pourquoi est-ce qu'on insiste autant? Et pas que moi. On va pouvoir voir que finalement c'est quelque chose qui se trouve partagé par pas mal de pratiques de développement personnel ou autres. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si la vidéo est bien claire de votre côté, si vous entendez correctement. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker ou à partager. En tout cas, j'en profite pour remercier tous les gens qui ont rejoint ma page. Hi Steven, hope you're okay, it was a long time. Je sais que tu parles français, mais voilà, c'était un petit clin d'œil. J'espère que tu vas bien. Euh, donc je vous disais, tout ce qui est pratique de développement, quand on veut ancrer quelque chose de nouveau, il va falloir le répéter. Alors les sportifs le savent mieux que quiconque, que en effet, pour développer une capacité, il va falloir répéter et répéter et répéter les entraînements. Ça ne va pas arriver en une fois. C'est un processus long qui peut avoir des hauts et des bas. Mais finalement, quand on se met à pratiquer un nouvel exercice, qu'il soit mental, on va dire, quand on veut changer quelque chose chez nous, quand on veut transformer une façon de faire, on va s'entraîner. C'est rare, par exemple, que même quand on cuisine, on y arrive dès la première fois, ou ça veut dire qu'il y a des bases. Donc, de toute façon, il a fallu pratiquer. Rien n'arrive tout seul ou en une seule fois. D'où ce principe. Alors, on dit qu'en 21 jours, on prend une nouvelle habitude, donc on installe. C'est par exemple le cas quand on fait des trajets répétitifs. Il y a cette habitude qui va se mettre en place. Quand vous faites un trajet, au bout de 21 jours, vous le faites un petit peu entre guillemets les yeux fermés. Bien évidemment, ne le faites pas les yeux fermés. C'est un exemple. Enfin voilà. Donc ces petites choses-là sont importantes parce que ça s'ancre en fait. Finalement, tout seul, au bout d'un certain temps, notre cerveau, notre corps va avoir pris l'habitude de faire quelque chose instinctivement, on va dire, naturellement, sans qu'on ait plus besoin d'y penser. Tout le propos. Quand on veut changer vraiment plus profondément des façons de faire, des choses, mettre en place de nouvelles choses, il va falloir un petit peu plus de temps. Auquel cas, il va falloir à peu près, c'est une moyenne, 90 jours à 100 jours. D'où peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de pratiquer ou de voir le cahier des 100 jours de Lilo Massé, qui part de ce principe. Et c'est elle d'ailleurs qui a mis en évidence ce principe de répétition. Elle l'explique très bien dans ses cahiers. Je vais juste vous lire un tout petit passage où elle explique d'où ça sort, entre guillemets, d'où est-ce que ça a pu émaner. Donc en fait, ce principe des 90 jours, c'est un chercheur anglais, Benjamin Gardner Sode, de Health Behaviour Research Center de l'Université du Collège de Londres, qui a étudié ces effets d'habitude, de pratique, et comment
il a constaté que finalement entre 18 et 254 jours, le comportement vraiment devenait une habitude. Plus besoin de réfléchir. Donc vous voyez, ça peut être quand même vaste, hein, entre 18 jours et 254. La différence par exemple qu'elle explique, c'est que donc les 90 jours sont une moyenne, et les comportements simples, donc par exemple changer, décider de ne plus manger autant de chocolat, c'est la période, décider de mettre en pratique je sais pas, je vais être une fille, mettre une crème tous les matins, c'est quelque chose d'assez simple, donc ça va se mettre en place assez facilement. Et le fait d'être dans une habitude, tous les matins on se lève pour aller travailler, donc tous les matins on se lave, c'est un petit peu la régularité, c'est plus simple. Et une fois qu'on a démarré, d'autres habitudes vont pouvoir se rajouter à un rituel par exemple du matin quand vous vous préparez. Et en fait, plus les choses sont simples et plus elles vont être corrélées les unes entre les autres, plus elles vont s'imprégner et s'implémenter, se mettre en place de façon durable et plus facilement avec moins de temps pour le mettre en place. Quelque chose de plus complexe, comme ce que l'on peut faire en sophrologie, c'est-à-dire quand on décide peut-être de gérer des émotions comme la colère, la peur, quand on a une peur incontrôlée de quelque chose. Bien évidemment, il y a multitude de ramifications qui sont liées à cette peur, à ce conditionnement ou à cette façon de faire. Et donc, il va falloir plus de temps, plus d'étapes pour que ça se modifie et que ça se mette durablement en place. D'où cette nécessité de pratiquer les exercices entre les séances et de les continuer à les pratiquer une fois que le suivi est terminé. C'est aussi pour ça qu'on a quand même cette durée, on va dire maximale à peu près, de 3 mois lors d'un suivi. Ça va être à peu près 12 séances, donc si on met 12 semaines, sachant qu'en général il y a toujours une ou deux séances qui vont être plutôt avec un décalage de 15 jours, on va se retrouver sur ce certain temps. Ce temps va vraiment permettre de mettre en place ces ressentis et du coup de pouvoir vraiment ressentir une évolution. En tout cas, c'est les constats que les gens que j'ai pu accompagner m'ont exprimé par rapport à ce temps qui permet vraiment de prendre conscience, de modifier des choses, de les mettre en place. Quand vous allez faire un suivi en sophrologie, vous décidez d'un objectif, même si vous faites des cours collectifs. Ça va être un objectif déterminé pour tout le monde, mais il y a un but à cette pratique. Vous ne pratiquez pas juste comme vous allez faire, je vais dire, entre guillemets, un exercice de yoga. Même l'exercice de yoga, il a un but, une utilité, un bien-être qu'il va vous apporter. Il a une signification. Il y a toujours quand même quelque chose qui soutient la pratique d'un exercice. Du coup, pour que cet objectif puisse être atteint, il va falloir répéter pour que ça s'ancre, pour que votre cerveau et votre mental arrivent à intégrer que les mécanismes qu'il avait mis en place, aujourd'hui vous ne les voulez plus, mais vous voulez mettre une nouvelle pratique, de nouvelles façons de faire en face. Donc, ce qui est important, ça va être vraiment de pouvoir installer durablement, physiquement, quand on a une douleur, ça ne s'en va pas en une manipulation. Si vous allez voir un ostéopathe, un kiné, un acupuncteur, à chaque fois, il y a quand même un certain temps où il y a une prise de conscience d'abord de la douleur, de la problématique, de ce qui ne va pas. Il y a le choix, quelle méthode je vais choisir. Et puis, il va y avoir la mise en place avec plusieurs rendez-vous, en général quand même, parce que quand on va faire bouger quelque chose, autre chose va bouger. Et c'est exactement le même principe avec la sophrologie. Quand on commence un petit peu à vouloir poser les choses, à vouloir faire différemment, on va s'apercevoir que ça bouge d'autres lignes et d'autres choses que l'on va prendre en compte et que l'on va bien évidemment permettre d'exister. Ce que j'aime beaucoup dans la pratique de la sophrologie, et que d'autres praticiens bien évidemment mettent en place, dans leur façon de suivre leurs patients, leurs clients, peu importe le nom
qui vont leur donner, ça va être ce côté d'abord non-jugement. Votre histoire vous appartient, votre façon d'être. Il n'y a rien de bien ou de mal, il y a juste une histoire. C'est votre vie, vos ressentis, votre façon d'avoir vu les choses. Elle vous appartient et elle est juste par rapport à vous-même. Maintenant, quand on s'aperçoit qu'en effet, des choses ne fonctionnent pas pour nous ou qu'on n'aime pas la façon dont on s'exprime, ces colères qui finalement ne nous aident pas, le fait de ne pas réussir à aller plus facilement vers ce qu'on voudrait être, on a le droit aussi de changer. Le changement est parfaitement acceptable et tout à fait justifié. On n'est pas immuablement une étiquette, un a priori. On a le droit d'avoir évolué, on est des êtres avec un cerveau, à ressentir des choses et d'avancer là-dessus. C'est ce principe de non-jugement qui est vraiment important, qui permet à la personne d'être entièrement elle-même et surtout d'aller vers le principe de s'accepter elle-même et de choisir ce qu'elle a envie de faire de sa vie, de ce qui elle a envie d'être et de comment elle a envie d'être dans sa vie de tous les jours. Ça va être aussi à travers la pratique de ces exercices, cette autonomie. La personne ne va pas venir ad vitam aeternam voir un sophrologue pour pratiquer avec cette personne. Elle va suivre un accompagnement, elle va avoir en main des outils, c'est comme ça qu'on les appelle, les exercices. Éventuellement, le sophrologue lui aura envoyé ou elle aura enregistré les visualisations. Et du coup, pour le reste de sa vie, la personne garde parfaitement en main la capacité d'utiliser ces exercices à d'autres moments qui lui seront utiles dans sa vie. Et ça, c'est quand même assez intéressant de pouvoir vraiment pratiquer complètement en autonomie. C'est aussi par le fait que quand vous faites une visualisation, par exemple, cette autonomie, elle vous appartient déjà à ce moment-là. Le sophrologue va être là pour suggérer des images. Il va vous emmener vers un certain endroit par rapport à ce que vous avez pu lui évoquer pour qu'il vous aide à faire réémerger des sensations de calme, des sensations de bien-être, une capacité d'être capable de, je sais pas moi, de vous concentrer pour faire une tâche particulière ou un exercice ou un entraînement sportif. Et en fait, cette suggestion vous appartient pleinement. C'est-à-dire que vous avez partagé un moment de vie peut-être avec le sophrologue qu'il pense utile, à bon escient, efficace, de vous suggérer de le revivre, de le réexpérimenter. Et en fait, à aucun moment il est dans votre tête. Donc tout ce qui vous vient à l'esprit est juste. Et c'est ce côté d'autonomie et qui vous appartient qui est quand même, je trouve, intéressant, puisqu'un sophrologue n'est jamais là pour devenir votre gourou, pour vous donner des leçons, pour vous imposer une façon de voir les choses ou d'avoir une attitude. Il est là pour vous aider vis-à-vis de votre objectif à atteindre cet objectif et à aller vers ce que vous voulez. Et c'est ça le plus important. C'est vraiment de connaître votre objectif, de savoir ce que vous voulez, dans le sens où je veux pouvoir être calme quand je gère mes enfants, par exemple. Voilà, un truc qui m'est venu comme ça. Eh bien, ce calme, faut-il encore pouvoir y faire appel? Faut-il encore en être conscient? Faut-il, quand on n'a pas forcément été habitué à être calme ou qu'on a un tempérament assez vif, assez actif, on va avoir tendance à plutôt transmettre ça en fait aux enfants. Du coup, quand on leur dit soyez calme, vu qu'on ne leur montre pas l'image, ça va être compliqué pour eux aussi de le répliquer ou de le mettre en place. On n'a pas tous les mêmes règles, on n'a pas tous la même vie, donc on a le droit aussi de voir que certaines fois, il nous manque des outils, il y a des choses que l'on ne sait pas faire, qu'on voudrait mettre en place. Eh bien, c'est tout à fait possible. Et cette sophrologie vous permet vraiment de le transmettre aussi, de trouver des nouvelles choses et de transformer tout ça. Voilà pour ce matin, je voulais échanger cela avec vous. Donc n'hésitez pas à repratiquer les séances qui sont déjà disponibles, enfin les séances,
les vidéos qui sont déjà disponibles sur Facebook ou sur YouTube. Merci à tous ceux qui suivent en direct, en replay, qui se sont abonnés à ma page, qui sont sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram. Merci pour vos retours, pour tous les gens qui me disent que ça les aide, que en tout cas ça leur a fait du bien, qu'ils écoutent des fois pour s'endormir à certains passages. Voilà, je ne pouvais pas rêver mieux que d'avoir ce genre de retour. Donc merci à vous tous. Je vous souhaite plein de courage pour continuer ce confinement et je vous retrouve demain pour un live avec des exercices. Bonne journée à tous. Au revoir.